Jean-Paul, à toi. Merci Jean. Je vais donc insister sur les points essentiels que tu m'as demandé de développer. Pour commencer, et parler de la fracture du rachis, comme Raymond Rakami aimait à le dire, la colonne vertébrale est faite à 90% d'os, et c'est bien pour cette raison que cet organe osseux demande un traitement et non un abandon. Vous savez que jusqu'il y a quelques années, on disait, mon Dieu, une fracture du tibia, il faut avoir un axe parfait, et puis une fracture de la colonne vertébrale, 10 degrés, 20 degrés de syphose, ce n'est pas grave. Et cette colonne vertébrale prenait son importance quand on se rappelait qu'il y avait des nerfs à l'intérieur, et effectivement, l'atteinte nerveuse dans une fracture du rachis, c'est une complication. Et cette complication, soit il y a des signes du sentinelle qui ne sont pas très graves, soit il y a un déficit, et ce déficit change la norme. Alors pour parler des fractures, eh bien, 50% des fractures se trouvent au niveau de la charnière thoracolombaire, 50% des fractures à complications neurologiques sont au niveau cervical. En matière de fractures, il y a 3 hommes pour une femme, avec 2 pics, le premier entre 15 et 30 ans, en raison de la vélocité, de la violence de la vie à cet âge, et après 50 ans, ce sont plutôt des problèmes de chute. Alors les circonstances habituelles sont les accidents de la voie publique, les tentatives de suicide. Alors on explique toujours aux gens que si vous voulez vous suicider, sautez la tête la première, mais ils sautent sur les fesses et ils se font des fractures du rachis sans mourir. Et puis il y a aujourd'hui les sports et les loisirs qui ont une très grande importance. Les troubles neurologiques, c'est un accident de la vie et ça va transformer toute une vie. Il y a 43% de tétraplégie, 47% de paraplégie et 10% de syndrome de la queue de cheval. Et il faut se souvenir qu'une fracture au niveau de C5, je l'ai dans le menton, une fracture au niveau de C5, ça entraîne une paralysie phrénique et c'est mortel par trouble ventilatoire. Et que, à tout niveau, une fracture et une complication neurologique s'accompagne de troubles sphinctériens et de troubles sexuels. Ce qui n'est pas le cas dans ce qu'on nous montre au cinéma, où on voit un brave gars assis dans son fauteuil et on oublie qu'il n'a plus de vie sexuelle et qu'il a des problèmes sphinctériens. Les troubles neurologiques, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on parle aujourd'hui du 2e traumatisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a fait une expérience avec des rats chez qui on a fait des laminectomies et on a fait descendre une goutte d'eau, c'est le supplice chinois, toc, sur la moelle. Et à ce moment-là, on avait une paraplégie. Mais le rat récupérait. Et quand vous faites une 2e goutte d'eau, la paraplégie ne récupère pas. Ce qui veut dire que le 2e traumatisme est plus important que le 1er. Et donc, on se rend compte que le ramassage est important, mais on se rend compte aussi que le ramassage peut être périlleux. Quand vous voyez cet accident de corrida, vous imaginez bien qu'on va sortir le torero comme on peut, et que c'est le 2e traumatisme qui va le paralyser. Alors la physiopathologie, ben oui, il y a la commotion, qui est la première goutte, il y a la compression qui se complique surtout de problèmes ischémiques, la contusion des foyers hémorragiques, et bien entendu la section qui elle est définitive. Mais cet accident mécanique se complique par une usine chimique, une usine de destruction, puisque la moelle va se suicider avec une cascade de troubles enzymatiques. Alors la récupération d'un trouble neurologique est possible, oui, si le ramassage se fait dans de bonnes conditions et s'il n'y a pas de 2e traumatisme, si il n'y a pas d'ischémie médulaire, c'est-à-dire que la tension est maintenue à plus de 90 mm de mercure, s'il y a chirurgie avec libération, certes, mais réduction et fixation qui fera qu'il n'y aura plus de micro-mouvements, que le nursing sera possible, et en fait il s'agit d'une course contre la montre, où finalement le temps de compression est le seul élément prouvé délétère pour un accident médulaire. Le reste, que ce soit les corticoïdes ou les enzymes, cela n'est pas prouvé. En matière de colonne vertébrale et de troubles neurologiques, il faut appliquer le pari de Pascal. Alors je vous rappelle ce que c'est le pari de Pascal. Pascal disait, moi je préfère croire en Dieu
s'il n'existe pas, c'est pas grave, et s'il existe, j'aurai la vie éternelle. Eh bien, en matière de traumatisme médulaire, c'est cela qu'on fait, c'est-à-dire qu'il faut opérer les traumatismes médulaires en urgence. C'est une des seules urgences vraies, à condition d'avoir sauvé la vie du patient. Donc le polytraumatisé doit avoir une bonne tension, car l'ischémie médulaire est le plus grand ennemi. Alors l'âge là-dedans, bien, on n'est jamais trop jeune ni trop vieux pour subir un handicap. Les spécificités de l'âge, eh bien, chez le jeune, il y a des lésions associées en raison de la violence de l'accident. Chez le vieux, il y a des maladies pernicieuses qui l'entourent. Et puis, l'accident neurologique, c'est une fin de vie, la fin de vie active pour le jeune, et parfois, malheureusement trop souvent, une fin de vie définitive pour le plus vieux. Alors, chez la personne âgée, bien sûr, il y a l'arthrose, l'ostéoporose, l'état général, des difficultés de placement. Et aujourd'hui, nous avons une recrudescence des fractures lombotoïdes. Pourquoi ? Parce que quand il y a traumatisme crânien après chute, on fait un scanner et on voit la fracture de l'endotoïde, alors qu'il y a 20 ans, on faisait une radio et on ne voyait pas la fracture de l'endotoïde. Donc, c'est pas qu'il y en ait plus, mais il y en a plus de diagnostiqués. Que faire, comme demandent les gens, que faire ? Eh bien, il faut faire vite. Aujourd'hui, les blessés sont ramassés par le SAMU, ils ont la chance d'avoir une réanimation sur place, ils sont intubés, ventilés, endormis, et le problème est qu'ils arrivent à l'hôpital endormis, et que se pose alors le problème, étaient-ils vraiment paralysés, ou a-t-on raconté qu'ils sont paralysés ? Eh bien, c'est là que le pari de Pascal est entier. Il faut opérer les soi-disant paralysés, qu'ils le soient ou qu'ils ne le soient pas. Il faut aller au centre spécialisé le plus proche pour ne pas perdre de temps le plus rapidement possible. Et là, je vais vous raconter une petite histoire d'un professeur de lycée à la retraite, dont vous voyez le scanner ici. Il faisait le lundi de Pâques du vélo autour de la ville de Haguenau. C'est l'étoile, vous voyez en haut. Et il tombe en vélo, il fait un épisode de tétraplégie. Il y a une infirmière qui faisait du vélo avec lui, qui a vu qu'il était paralysé. Elle a son téléphone portable, elle appelle le SAMU. Et le SAMU dit « Ouh là là, oui, nous allons vous envoyer l'hélicoptère ». Donc ils ont envoyé un hélicoptère de Strasbourg, qui est arrivé à 10 km de Haguenau, pour apporter le blessé à Haguenau. Sauf que le blessé est arrivé à Haguenau à 15 heures, alors qu'il était tombé à 9 heures, parce que l'hélicoptère n'était pas disponible. Alors vous vous rendez compte, pour faire 10 km en ambulance, ça aurait été quand même plus rapide. Et quand il est arrivé à Haguenau, on dit « Oh, mais c'est un truc de colonne, nous on ne fait pas de la colonne vertébrale, on l'envoie à Strasbourg ». Retéléphone au SAMU, qui dit « Ben oui, on vous renvoie l'hélicoptère ». Ben, l'hélicoptère n'était toujours pas libre. Et à l'hôpital, ils attendaient, la salle d'op était libérée. Comme le malade n'arrivait pas, ils ont opéré une fracture de jambe, et moi je l'ai opéré à 22 heures, alors que j'avais été prévenu moi-même à 16 heures. Fort heureusement, ça s'est bien passé, et il n'y a aucune séquelle, et cet ancien professeur à la retraite est en pleine forme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, il faut aller vite, il faut réserver la salle d'op, prévenir les anesthésistes, prévenir les instrumentistes, et faire les examens strictement nécessaires. Le scanner avec une reconstruction, un scanner de toute la colonne. Nous avons vu pendant le drame de Portales à Strasbourg, où il y a eu 100 fractures de colonne, qu'on avait souvent diagnostiqué que la fracture principale et qu'on avait des fractures en dessous qui n'étaient pas diagnostiquées. Et puis, il faut opérer avec un abord postérieur, sauf en cervical, où on passe par devant, avec réduction, fixation et libération. Alors après, c'est le nursing qui est facilité, ou la rééducation qui peut commencer. Alors là, je vous donne des exemples. Une femme de 23 ans qui était complètement paraplégique, qui a été opérée après 6 heures et qui a récupéré. Cet homme de 25 ans qui avait cette énorme fracture, opéré après 6 heures, qui a récupéré. Et cet homme de 35 ans, avec cette luxation L1, L2, qui a lui aussi récupéré, vous le voyez en post-opératoire, à l'ablation de son matériel. Vous avez la radiographie de droite et le monsieur debout avec quelques petites séquelles. Quelle est la place de l'ostéosynthèse percutanée chez le patient polytraumatisé ? Eh bien, on ne le sait pas encore. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut faire des ostéosynthèses à travers la peau. On met les vis à travers la peau, les tiges à travers la peau, et on peut aller libérer la moelle par un petit abord très minime, comme vous le voyez encore ici, avec la mise en place des vis sous radioscopie. Je vais vous parler un peu du rachis cervical. Le rugby n'est pas un sport de contact, le rugby est un sport de collision, où le rachis cervical est
très menacée. Il y a 3 à 4 tétraplégies par an sur les stades de rugby. Vous voyez ici ce garçon de 18 ans qui a une énorme hernie discale cervicale, et si on l'avait laissé pousser dans la mêlée, il serait devenu tétraplégique. Avec sa chirurgie, il peut retourner à son sport. Je vous ai parlé donc des fractures de l'endotoïde, qui finalement était l'explication des morts subites dans le temps après les chutes. Il faut éviter cette complication avec un vissage, ceci, quel que soit l'âge. La vraie vie, malheureusement, n'est pas toujours comme ça. Nous sommes dans une ville de France, il est 5 ou 6 heures du matin, on découvre une femme inanimée de 21 ans, hypothermique, en coma, elle est intubée, ventilée, amenée en réanimation. On pense à une intoxication médicamenteuse, mais elle est quand même avec une fracture du fémur, elle a un mauvais état hémodynamique. À 9h30, on lui fait un scanner total, on trouve un hémopneumothorax, des fractures de rate, du rein, du foie, et des fractures vertébrales en C6, T3, T9. Elle ne bouge pas ses jambes. En fait, il s'agissait d'une défenestration, on l'a trouvée au bas de l'immeuble. Personne ne l'a vu tomber. Eh bien, retrouvée entre 5h et 6h du matin, elle a eu sa splénectomie à 11h55. Vous savez que maintenant, on peut tracer les choses. Son fémur a été opéré à 14h30 et son rachis à 16h. Malheureusement, elle est décédée dans la nuit. Et cette longue histoire est un peu malheureuse, mais c'est la vraie vie. Ce qu'il ne faut plus voir, c'est ce cas que je vous montre. Nous sommes un dimanche après-midi, un match de foot. Un garçon de 20 ans marque un but, il est félicité par ses partenaires, il lui saute dessus et il est tétraplégique. Le football est un sport un peu particulier. Mais le foot en hiver, ça se joue quand même en début d'après-midi le dimanche. Il a son scanner à 19h35. Et il y a une luxation C4, C5. Vous voyez que c'est une vraie luxation, les articulaires sont déchaussés. Et quelqu'un lui demande une IRM. Il est 20h14. Et il rentre en salle d'opération à 21h37. Cette IRM a fait perdre 1 heure pour simplement montrer que, ah ben oui, il a une luxation, la moelle doit avoir quelque chose. Alors si on prend le pari de Pascal, on n'a pas besoin d'IRM, on a une moelle en danger et on va l'opérer. Malheureusement, son histoire ne se termine pas là. Jean voulait absolument que je monte ce dossier. Il a été opéré sans réduction, on lui a fait une corporectomie, il a un montage qui ne tient pas terrible, et comme vous pouvez le voir, le problème est encore présent. Il a 20 ans, et il a été réopéré, et 3 mois plus tard, il a toujours 20 ans, il est toujours tétraplégique, et il est toujours en réanimation et intubé. Ce qui veut dire qu'il faut prendre en considération les fractures du rachis, et il faut les opérer le plus vite possible. Ici, vous avez quelqu'un qui a une fracture, cette fracture n'a pas été opérée, les troubles de la queue de cheval sont toujours présents, et vous voyez, les complications, ce sont les escarres, les complications de décubitus. Il faut donc opérer les fractures du rachis, il faut faire vite, il faut faire bien, parce qu'après il est trop tard, et il faut organiser la prise en charge des blessés médulaires, il faut les orienter immédiatement vers un centre spécialisé le plus proche. Il ne faut pas passer par la case départ, il faut aller directement là où ça se fait. Un succès fait oublier les nuits blanches, celles où on a opéré malheureusement des personnes qui n'ont pas récupéré. Il n'y a rien de pire que de vivre avec la moitié de soi, et nous avons aujourd'hui les moyens d'y remédier sans regret, parce qu'encore une fois, nous n'avons pas de deuxième chance. Je vous remercie. Alors, Richard Assaker, qui est neurochirurgien à Lille, va discuter ce problème. Vous avez tous entendu qu'il était marqué, vous avez tous vu sur les diapos qu'il était marqué moins de 6 heures, et Jean-Paul une fois a dit plus de 6 heures, c'est moins de 6 heures, hein, comme il l'a dit et répété si bien à la fin. Il faut qu'on y arrive, il faut qu'on arrive à ces centres spécialisés sur toute la France. Et il faut m'aider auprès des ministères. Allez les voir, j'y suis allé 50 fois, ça n'aboutit à rien. Il faut qu'on ait la liste. Il faut que le SAMU ait la liste. Vous allez l'envoyer là, mais non, vous n'allez pas l'envoyer à l'hôpital de Montbrison, juste à côté, où on va faire une radio, on va perdre du temps. C'est une course contre la montre. Richard, vas-y.
Merci Jean Dubousset. Donc, en tant que neurochirurgien, vous avez compris que c'est le fruit des efforts de Jean Dubousset d'être parmi l'équipe d'orthopédistes parlant de rachis aujourd'hui. Je travaille à Lille, je suis donc dans un centre universitaire qui prend en charge quasi exclusivement les traumatismes rachidiens et médulaires de la région Nord-Pas-de-Calais. Alors, le traumatisme est vertébromédulaire et je me dois, en tant que neurochirurgien, de vous parler un tout petit peu du versant médulaire de ce traumatisme. Le professeur Steib a bien détaillé le côté vertébral. Alors, l'aspect médulaire est toujours dramatique. C'est quand même un accident brutal qui change complètement la vie, non seulement du patient, mais la vie de son entourage. Et l'approche est assez compliquée et je vais un petit peu vous relater quelques spécificités françaises. Donc le blessé médulaire a besoin, et tout le monde est d'accord, d'une unité de prise en charge dédiée. Elle paraît assez complexe à mettre en route, alors que ça paraît logique d'avoir une prise en charge de A à Z, du ramassage jusqu'à la réhabilitation, et ça c'est le modèle de soins typique, le modèle de soins logique, sauf qu'il n'est pas appliqué partout en France de façon optimale. Je dirais même qu'on est un petit peu en retard. Nos collègues nord-américains, ils ont sorti des recommandations qui vont du ramassage, de l'immobilisation, ramassage, transport, l'examen clinique avec des évidences scientifiques qui correspondent à chaque chapitre et également des recommandations thérapeutiques. Donc s'il y a un message à retenir de cette pathologie-là, c'est le besoin d'une structure de filière de soins dédiée à la pathologie rachidienne et aux blessés médulaires, avec la preuve actuellement d'une réduction de la mortalité et de la morbidité périopératoire, aussi la réduction des complications et surtout un gain fonctionnel évident, c'est-à-dire que le tétra ou le paraplégique pris en charge de façon correcte va avoir une fonction mieux préservée que celui qui a fait le tour de France avant d'arriver à un centre dédié. Et ça, c'est aujourd'hui connu, validé et publié plusieurs fois. Encore une autre publication qui montre que le délai court habituellement avant 48 heures d'une prise en charge en unité spécialisée doit absolument être appliqué avec une équipe de garde, une équipe dite médulaire, c'est-à-dire c'est ceux qui prennent en charge la fracture vertébrale et la plaie médulaire. Alors sur le plan de la moelle elle-même, ce mystère, beaucoup d'équipes en France aussi travaillent sur la recherche pour améliorer la fonction médulaire après une plaie médulaire. Toute la recherche se base sur ces fameuses lésions secondaires dont a parlé Steib en parlant de suicide, c'est l'apoptose lésionnelle. Quand on a une lésion primaire, en fait, il y a une cascade de lésions péjoratives autour, et tous les aspects de recherche tournent autour de cet aspect-là pour essayer de réduire l'effet péjoratif de l'inflammation locale, de la nécrose axonale et des inhibiteurs de croissance. À Lille, on travaille avec, entre Lille 1 et Lille 2, les deux universités travaillent sur une unité de recherche dédiée aussi à la moelle, avec un modèle animal validé. On voit en bas à gauche la lésion d'une moelle de rat, et puis ils travaillent sur les facteurs de croissance, aussi bien en thérapie cellulaire qu'en thérapie moléculaire, pour essayer de comprendre premièrement et surtout de ponter cette lésion, de connecter le rostral au caudal pour essayer de recréer un flux et de retravailler, de rendre fonctionnelle la moelle. Donc en conclusion, c'est un véritable challenge clinique et scientifique, et encore une fois, la filière est indispensable, la filière de soins est indispensable, et il faut absolument la créer dans nos régions. Il faut canaliser et promouvoir la recherche, et surtout il faut faire attention à l'éthique, parce qu'il y a beaucoup, tout le monde connaît ces centres peu charlatanisme où on convoque, où on attire les paraplégiques et les tétraplégiques qui sont paraplégiques et tétraplégiques depuis 10 ans pour leur injecter de cellules souches
en ponction lombaire pendant une semaine, avec une facture à la clé qui est loin d'être négligeable. Merci. Alors, vous avez bien tous compris qu'il y a deux problèmes. Il y a le problème du paraplégique ancien, et 48 heures, pour moi, c'est ancien. Et que le paraplégique récent, c'est moins de 6 heures. Voilà, t'es bien d'accord là-dessus. Moins de 6 heures, l'envoyer à l'endroit où on va lui stabiliser la moelle et où on va le décomprimer. C'est ça le point essentiel. Alors, tous les travaux, bien entendu, c'est essentiel que ça se fasse, mais c'est trop tard. L'important, c'est que le traumatisé soit envoyé au bon endroit tout de suite. Voilà. Vous êtes d'accord là-dessus, les deux, là? Oui, ils sont d'accord. Je pense qu'il faut bien comprendre ce qu'on a dit. Il y a deux versants. On nous appelle souvent la nuit pour quelqu'un qui est tombé et qui a vaguement mal au dos et qui a une fracture, et il nous dit « c'est une urgence ». Ok, c'est pas une urgence. La fracture du rachis, ce n'est pas une urgence, c'est quelque chose qu'il faut traiter. Par contre, quand vous avez un paraplégique, là, on ne nous appelle pas. Et là, c'est dramatique, parce qu'il y a cette confusion. Vous avez 50% de la population, c'est la colonne vertébrale, c'est grave, au secours, c'est une urgence, alors que ça ne l'est pas toujours. Et vous avez 50% de la population que, bon, bah oui, il y a un truc... c'est pas grave. Voilà. Alors, ce que Jean et moi on voulait vous dire, c'est que quand il y a des vrais troubles neurologiques, c'est extrêmement grave dans le sens que après quelques heures, c'est foutu, et que avant quelques heures, c'est peut-être possible. Et c'est pour ça que je vous ai dit le pari de Pascal, parce que moi je trouve que c'est la meilleure image pour se dire oui, ça vaut la peine de se défoncer pour cette personne, et même si ça ne marche pas, on lui aura donné toutes les chances. Et l'essentiel, quand on est dans cet état-là, c'est de ne pas avoir de regrets. On a tout fait, ça n'a pas marché. On n'a rien fait, ça n'a pas marché. Je suis peut-être coupable. Je voudrais demander à Steb, c'est stupéfiant l'histoire que nous avez racontée là, l'histoire de Haguenau, qui est à 10 km de Strasbourg. Ça sous-entend que si le SAMU amène le patient à Haguenau, alors qu'on sait très bien qu'il y a un grand centre extrêmement connu à Strasbourg, il y a un problème d'information auprès du ramassage. Donc est-ce que c'est un problème au niveau français, un problème de centres qui ne sont pas répartis sur le territoire, qui ne sont pas équipés, qui ne prennent pas de garde, ou est-ce que c'est un problème d'information des systèmes de ramassage? Parce que là, c'est évident que c'est ça. C'est un problème d'organisation, c'est ce que je suis allé répéter 50 fois au ministère, et même aux conseillers du président de la République, etc., et même à la ministre que j'ai essayé de voir, que je n'ai jamais pu voir, qui ne m'a jamais répondu, même avec un accusé de réception. C'est ça, c'est un problème d'organisation. Et c'est un problème que dans n'importe quelle ambulance de pompiers ou de SAMU, on peut faire le diagnostic de lésions neurologiques. C'est très facile, on fait une liste, on dit il y a tel signe, tel signe, tel signe, toc, et là on ne l'envoie pas à l'hôpital de proximité, s'il n'est pas en train de mourir d'écrasement thoracique, etc. On l'envoie tout de suite au bon endroit, et on prévient au bon endroit, après préparer la salle d'op, etc. C'est ça que je voudrais obtenir, mais on n'y arrive pas. Vas-y, François Richard. Non, je crois que c'est d'autant plus étonnant que le SAMU, théoriquement, on peut imaginer que les pompiers, les ambulances, ça c'est un peu plus compliqué. Mais qu'au niveau du SAMU, ça ne fonctionne pas. Non, il y a une proposition à faire. Bon, il se trouve que je travaille à l'ARS au niveau de la réorganisation des urgences sur l'Île-de-France. Le problème, c'est que dans les différentes régions, ça ne fonctionne pas forcément pareil. Donc au niveau de l'Île-de-France, c'est ce qu'ils ont décidé de faire, c'est-à-dire que justement, les gens, il y a pour les différentes spécialités chirurgicales des centres qui sont considérés comme les centres qui doivent recevoir les urgences en priorité pour éviter justement ces systèmes-là. Et la deuxième chose, c'est que je pense, comme le ministère nous a demandé à Daniel, à Jacques et à moi et à Henri de faire un rapport sur la chirurgie en 2025. On va faire un petit codicile, on va leur envoyer le rapport d'ailleurs qu'on va vous faire parvenir la semaine prochaine, mais on va faire un petit codicile spécifique là-dessus, parce que comme il faut qu'on les voit pour en discuter, on va en profiter. Alors pour mon histoire de Haguenau, c'est le régulateur du SAMU qui a imposé tout ça, alors qu'il y avait une infirmière sur place qui a vu les choses. Alors prendre un hélicoptère pour faire 10 km, c'est déjà incroyable. Et reprendre le même hélicoptère pour faire 30 km,
C'est incroyable, surtout qu'il n'est pas disponible. Avec une ambulance simple, tout aurait été réglé en 1 heure. Bernard Lenoy. Bernard. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi un problème de médiatisation. Il faut que le grand public soit au courant. Parce qu'à partir du moment où le grand public sera au courant, c'est lui qui poussera à ce genre de méthodologie. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple tout bête des angines et des antibiotiques. Il a fallu qu'il y ait une campagne nationale à la télévision pour qu'on ne donne pas systématiquement des antibiotiques chaque fois qu'il y avait une gorge un peu enflammée. Là, c'est le même genre de méthode, mais en sens inverse. Mais je crois beaucoup à l'information du grand public, parce qu'on a vu ça aussi quand on a développé la transplantation hépatique. C'est parce que le grand public a été au courant qu'on a pu la développer. Et le grand public n'aurait pas été au courant, ça aurait été très difficile. On disait que c'est une chirurgie expérimentale. Bernard Loubel. Au CHU de Rennes, le sentiment qu'on avait, c'était qu'il y avait beaucoup d'accidents de moto, que les casques protégeaient bien la tête, mais alors absolument pas le rachis, et en particulier sur les autoroutes, là, quand ils se crachent à une grande vitesse. Et la deuxième chose, c'est la question que je voudrais poser, c'est au moment du ramassage, par exemple, sur l'autoroute, quels sont les éléments particuliers qui font que... Est-ce qu'il faut les mettre en traction? Est-ce qu'il faut... pour éviter de majorer les lésions? Les secouristes ou le SAMU ou les pompiers connaissent très bien les règles absolues quand on ramasse quelqu'un. Donc ils lui mettent un collier, ils le mettent dans un matelas à billes, là, où ils font le vide, et puis ils le ramènent sans risque de lésion secondaire. Mais tout ça doit être validé, surtout chez un patient qui est comateux. Parce que quelqu'un qui est inconscient, on ne peut pas évaluer sa fonction médulaire. Donc il peut avoir une fracture du rachis qui passe inaperçue, encore plus une lésion de moelle qui passe inaperçue. Et ce que j'ai montré là tout à l'heure dans les guidelines, là, c'est aussi un gros chapitre sur le ramassage. Et tout ça, c'est avec une évidence de niveau 1, avec des travaux qui sont scientifiquement validés. Et c'est pas votre expérience, les motos? Oui. Alors, il y a un effet de saison, c'est-à-dire que quand il fait beau, les motos sortent. Quand il fait mauvais, elles glissent, mais elles sortent moins. Donc en ce moment, les motards vont dans les Vosges, et les motards, il y en a un paquet. Pour le ramassage, je voulais insister, je vous ai montré la corrida, parce que la corrida, c'est issu d'un film où le torero tombe sur la nuque, on voit sa nuque qui fait clac, et puis je sais pas comment on appelle ça, les messieurs de l'arène vont autour, ils éloignent le taureau et ils ramassent le torero comme ils peuvent, et on voit à ce moment-là la tête qui fait clac. Deuxième traumatisme. Et il y a Philippe Streff qui, sur sa Ferrari, est rentré dans un mur à Rio, je crois, c'était, sa Ferrari prend feu, on voit qu'il est avec son casque avec la tête comme ça, il le tire de la Ferrari en feu, il lui sauve la vie, il se sauve la leur en le tirant, mais on voit de nouveau le casque qui fait clac, deuxième traumatisme. Donc il faut ramasser les gens, mais il faut aussi leur sauver la vie, et il ne faut pas mettre en danger la vie du sauveteur. Donc je nuancerai quand même, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Dernière question, François Garal. Oui, pour avoir été impliqué dans la chirurgie d'urgence, dans les transplantations d'organes et les prélèvements, dans ma jeunesse en chirurgie cardiaque, avec des refroidissements des tout petits enfants qui étaient opérés. Est-ce que vous voyez une place aux techniques de refroidissement, justement, pour tenter d'améliorer la préservation des lésions ou des zones lésées, qui permettraient de raccourcir le temps ou d'allonger pendant qu'on traite d'autres lésions, qu'on traite le choc, qu'on traite le malade? Est-ce qu'il y a donc une possibilité de refroidissement? C'est le débat actuellement aux États-Unis. Oui. C'est un des aspects de recherche actuelle sur le traumatisme de la moelle. C'est pas encore appliqué cliniquement. Je pense qu'il y a une ou deux publications anecdotiques sur l'hypothermie et la protection neurologique. Mais... À ce sujet, j'ai un de mes amis qui est neurochirurgien en Ukraine, à Kiev, et qui utilise systématiquement cette technique. Alors maintenant, on va passer... Oh, pardon.
Allez-y, allez-y, je ne veux pas vous priver, allez-y. Non, je suis très heureux d'entendre ce que j'ai entendu aujourd'hui, car je suis convaincu depuis longtemps de la nécessaire collaboration entre neurochirurgiens et orthopédistes. J'ai fait ma thèse en 1958 sur la laminectomie d'urgence associée à l'ostéosynthèse, et ceci a été fait en accord avec le service de neurochirurgie et avec mon ami Galibert. Et nous opérions en équipe toutes les paraplégies qui étaient ou tétraplégiques qui nous étaient annoncées. C'est ainsi qu'on se déplaçait, j'allais dire, jour et nuit dès qu'il y avait un problème, puisqu'on n'était que deux à l'époque à faire ce genre de choses. On a quelquefois été déçus. On a quelquefois vu des problèmes de ramassage énormes. Je me souviens d'un Anglais en particulier qui était tombé un jour de libation du premier étage et qui était retombé vraiment à plat. Et il y en a un qui l'a assis sur une chaise. Et il me dit à l'époque, je n'ai plus senti mes jambes. Il avait été sectionné d'emblée. Alors je crois que tout ça me conforte dans mon idée de la nécessité de l'urgence, de la collaboration entre neurochirurgiens et orthopédistes, et d'aller vite. Je crois que ça, c'est ça le problème. Et faire attention au ramassage. C'est tout ce que j'avais à dire. Et tout à fait d'accord avec Jean Dubousset qui a eu le courage, j'allais dire, de faire cette réunion aujourd'hui, qui est une réunion magnifique. Merci, alors on va passer à